Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et cette semaine pour cette édition du 6 novembre 2021, puisqu'on est dans le tout dernier droit des élections municipales, je m'entretiens avec le milieu communautaire pour savoir si les engagements des candidats au poste de conseillers municipaux sont suffisants pour aider le milieu communautaire. On parle également de relations abusives chez les adolescents et les adolescentes. Et Stéphane Ouimet nous dit ce qu'on devrait faire pour limiter les répercussions du changement d'heure sur notre corps. Bonne émission! Dans le cadre des élections municipales 2021, j'ai eu envie de m'entretenir avec le milieu communautaire pour savoir s'ils sont satisfaits, les organismes, des engagements que les candidats au poste de conseillers municipaux prennent en ce moment. Est-ce qu'ils ont des demandes particulières à leur faire? Alors pour ça, je m'entretiens avec Nathalie Saint-Laurent, directrice générale à la CDC Rond-Point. Bonjour, Madame Saint-Laurent. Bonjour Floralie, ça va bien? Oui, certainement. Merci de le demander, mais je pense que pour ce qui est du milieu communautaire, ça pourrait aller mieux, ça pourrait toujours aller mieux, je pense. Je rappelle que la CDC Rond-Point, vous êtes la Corporation de développement communautaire Rond-Point. Vous êtes là pour soutenir les organismes du territoire de la MRC Papineau. Vous êtes là pour les représenter, pour augmenter leur participation au développement socio-économique de la région. Vous avez organisé des débats avec les candidats dans les dernières semaines pour le district de Masson-Angers, pour le district de Buckingham, même avec les candidats à la mairie de Gatineau. Hein. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes satisfait des allocutions des candidats par rapport au milieu communautaire, de ce que vous avez entendu dans les débats, là? Personnellement, oui, je suis satisfaite. Par contre, le milieu communautaire aurait bénéficié d'un peu plus d'implication et puis de connaissances de la part des candidats. C'était évident que la connaissance du milieu communautaire et des services manque à leur culture, puis ce n'est pas en reproche. C'est vraiment la situation en général qui se présente partout. C'est que le politique, il y en a beaucoup qui s'impliquent au communautaire et c'est comme ça qu'ils vont arriver aux politiques, mais ce n'est pas le cas de tous les candidats. Donc, c'est certain que les engagements et les promesses qu'on a entendues, ce n'était pas majoritairement pour améliorer les conditions du milieu communautaire. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous auriez voulu entendre de leur part davantage? En fait, dans les promesses électorales, on veut plaire à la majorité, donc c'est ce qu'on a entendu. C'était des choses qui rejoignent la majorité, mais justement, ça aurait été bien d'entendre qu'ils sont conscients que le communautaire fait partie de la majorité. Le communautaire est vraiment la base des services. Donc, dans les engagements, on a entendu aussi certains nous transmettre leur intention de revoir les redditions de comptes. C'est une chose qu'on entend souvent de nos organismes membres, que les redditions sont complexes. On nous demande des informations comme des statistiques, de répondre à des choses qu'on n'a pas nécessairement accès ou dont nous ne sommes pas les experts pour répondre à ces questions-là. Donc, ce qui exige beaucoup de travail de la part de chaque organisme qui bénéficie d'un soutien quelconque à la municipalité. Donc, vous auriez voulu entendre peut-être de la part de certains candidats, bien, savez-vous quoi? Moi, je vais faire en sorte qu'au municipal, que la ville de Gatineau, par exemple, vous demande des redditions de comptes moins complexes à faire, des statistiques, on va vous demander, on va vous en demander moins, ou encore, si on vous les demande, on va mettre des ressources à votre portée pour que ce soit plus facile pour vous. Un peu ça que vous auriez voulu entendre? Oui, exactement. Un accompagnement ou une méthode de travail qui permet la collaboration des différents intervenants du milieu ou du projet comme tel. L'autre chose que les organismes ont beaucoup manifesté, c'est la réalité du territoire. Parce que l'Est de Gatineau,
On l'a entendu, vous l'avez entendu, c'est un secteur qui est délaissé de la part du municipal en général dans son offre de services. Et puis, la réalité du territoire rend une particularité à nos organismes qui ne se retrouvent pas ailleurs à Gatineau, c'est-à-dire on est la porte d'entrée de l'Est de Gatineau et puis on reçoit plusieurs clients, bénéficiaires, des gens qui viennent utiliser les services qui proviennent de la MRC Papineau, proviennent des municipalités avoisinantes. Et puis, c'est un autre facteur qui complique un peu le financement des projets. Oui, comment ça complique d'avoir, en fait, des clients là, qui viennent du milieu un peu plus rural, là, des municipalités environnantes? Comment ça complique la chose pour vous? Mais les organismes doivent justifier l'utilisation des fonds pour les gens de la municipalité. Ils ne peuvent pas utiliser les fonds de la municipalité pour desservir les gens de d'autres municipalités. Fait qu'on vient de décortiquer là, très, très spécifiquement la clientèle. Tu sais, c'est des données qui sont presque impossibles à rendre parce que la plupart des services, comme les gens qui viennent bénéficier des services d'une banque alimentaire, l'idée n'est pas de les questionner éternellement. L'idée est de leur permettre de manger. Fait qu'on ne vient pas questionner la provenance nécessairement. S'ils viennent à nous, le courage que ça a pris déjà pour se rendre aux organismes, on ne va pas le remettre en doute. Certainement, on va vous nourrir. C'est pour ça qu'on existe. Il y a une personne qui est en alphabétisation. Elle va provenir d'une autre municipalité. Elle vient utiliser les services. Elle n'est pas nécessairement capable d'identifier son code postal. Ouais. Ces choses-là, c'est toutes des réalités que nos organismes ont à faire avec. Par contre, on se sent toujours... Les intervenants se sentent menacés par rapport au financement parce qu'ils ont besoin de tous les sous qu'ils peuvent avoir. La demande aux services augmente, mais à l'inverse, on comprend la municipalité qui, eux, veulent utiliser les fonds pour les citoyens de leur municipalité et non pour desservir une communauté. Bien sûr. Donc, vous auriez aimé entendre peut-être de la part des candidats l'idée au moins qui ont ça en tête, qui peuvent considérer ça, qui peuvent vous aider à cet égard-là. Une ouverture à la réalité du territoire, de savoir qu'on ne dessert pas seulement Gatineau, qu'on est l'ouest de l'Outaouais, l'est de l'Outaouais, excusez, c'est ça. Absolument. C'est ce que c'est le territoire Buckingham, Masson-Angers. Puis ce que je comprenais aussi, c'est que peut-être que les programmes de financement que le municipal offre aux organismes sont peut-être pas alignés complètement avec les besoins des organismes de l'Est de Gatineau. Par exemple, au culturel, pouvez-vous me donner un exemple? Oui, bien, il y a un programme qui est sorti il y a quelques semaines et puis ça offrait l'opportunité à des organismes de venir combattre l'exclusion sociale. Mais comme on s'entend, les organismes ont toutes leurs missions, leurs spécialités, leurs forces. Ce n'est pas nécessairement l'exclusion sociale. Donc, la volonté et la détermination des organismes est là, mais ils n'ont pas l'expertise pour dire que oui, ils peuvent venir briser l'isolement et encore moins le réseau établi parce que ça exige une collaboration entre partenaires municipaux, des affaires, du communautaire pour venir à bout de rejoindre la clientèle visée par ces programmes-là. Un manque de ressources là, qui n'est pas considéré en fait pour offrir ce programme-là pour contrer l'exclusion sociale. Donc, ils ne peuvent pas finalement appliquer sur le programme de financement. On pense par exemple au Carrefour culturel Estacade. Il ne peut pas finalement appliquer sur le programme de financement parce qu'il n'y a malheureusement pas les ressources pour déployer un projet qui conviendrait à ce programme de financement. Mais ni l'information, ni le réseau nécessaire pour créer la collaboration nécessaire pour offrir ce type de programme, de projet là, qui est offert par le gouvernement. C'est des beaux projets, oui, qui peuvent avoir un super bel impact dans nos communautés,
mais ça exige une collaboration entre organismes avec un réseau inexistant. Tu sais, nous, on est la CDC, on rassemble les organismes dans le sens qu'on peut participer aux différentes tables de concertation, mais on ne peut pas être partie prenante à tous les projets. Non. Le travail de la CDC, c'est de rassembler les gens pour que les projets puissent exister, mais la CDC ne peut pas connaître tous les partenaires qui devraient être rassemblés. Donc, avec une municipalité, avec un CIS, avec le regroupement des gens d'affaires, avec le réseau, c'est faisable, mais pas juste le communautaire se réinventer à chaque projet parce qu'on a besoin de financement puis parce qu'on répond aux besoins de base de la communauté. Donc, vous cherchez vraiment à avoir un soutien du municipal, c'est ce que vous souhaiteriez. Madame Saint-Laurent, merci de votre intervention aujourd'hui. J'espère que ça aura été entendu par les candidats au poste de conseiller municipal. Ça me fait plaisir, je vous remercie. Mais avant de quitter, est-ce que je peux quand même transmettre des sincères appréciations et remerciements au municipal? Les organismes insistent pour dire qu'ils apprécient absolument les services existants et puis sans quoi ils ne seraient pas en mesure d'offrir souvent les services qu'ils offrent. Donc, un merci. Absolument. Il est entendu, je pense. Au revoir. Au revoir. À la fin novembre, du 22 au 26 novembre, les élèves de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville auront la chance d'être dans un univers immersif d'une jeune fille vivant de la violence conjugale. C'est l'univers de Roxane. Et pour en parler, je joins Sabrina Saint-Amour. Elle est intervenante en sensibilisation à la maison d'hébergement pour elle, les Deux-Vallées. Bonjour Sabrina. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et merci d'être avec nous pour nous parler de ce projet qui se passe depuis quelques années quand même. C'est un projet, le projet Roxane, qui fait le tour des écoles de l'Outaouais, étant donné que les maisons d'hébergement ont acheté ce projet-là. Mais là, c'est Louis-Joseph Papineau qui va en profiter. Peux-tu nous expliquer là, ce que c'est, ce projet? Oui, bien en fait, le projet Roxane, c'est vraiment un projet, c'est un labyrinthe où les élèves sont appelés à aller dans 8 différentes pièces. Puis c'est vraiment d'aller au travers du quotidien de Roxane dans sa situation de relation abusive qu'elle vit avec son amoureux Alex. Quand on parle de relation abusive, là, on va vraiment voir le contrôle. Il va y avoir du langage irrespectueux envers elle. Puis, il va aussi là, y avoir du harcèlement un petit peu inclus là, dans tout ça. Oui, on l'entend parler avec des gens autour d'elle, hein, je pense. Oui, effectivement. Donc, les élèves vont aussi être témoins des impacts de la violence que ça peut avoir sur Roxane, mais aussi sur ses proches. Donc, c'est important de mettre ses parents, des amis aussi qui vont avoir des rôles à jouer dans cette violence-là. Donc, on l'entend parler avec sa mère, je pense, avec son amie Zoé, c'est ça son nom? Oui, je crois bien que oui. Et même son chum. Alors, c'est vraiment un univers immersif. Les élèves, ils se promènent là-dedans. Ça peut durer combien de temps, se promener dans le labyrinthe? C'est environ un 20 minutes complet. On essaie qu'ils prennent du temps à toutes les pièces pour vraiment pouvoir se recentrer et comprendre ce que Roxane vit. C'est vraiment un temps qu'ils peuvent prendre pour se poser et entendre l'histoire, vu que c'est avec un audio guide. C'est quoi les pièces, en fait, dans lesquelles on est? Est-ce que c'est comme la chambre à Roxane? Oui, mais dans le fond, je ne pourrais pas toutes les nommer parce qu'on s'entend qu'on veut garder un suspense, là, mais il va y avoir une scène de party, il va y avoir la chambre. Donc, c'est vraiment d'y aller dans son quotidien. Puis, considérant que les pièces changent, ça donne un petit peu ça rend la chose vraiment plus le fun pour les adolescents. Oui, et ça donne du concret, vraiment. Oui. C'est quoi l'objectif derrière ce projet?
Bien, en fait, là, le but, c'est vraiment de promouvoir les relations saines et égalitaires entre les individus, mais aussi d'aller éduquer et sensibiliser la population à la violence conjugale dans le but de créer un changement. Donc, plus il y a des connaissances, plus il y a un changement qui peut être appliqué dans la société. Mm-hmm. Et à l'égard des adolescents, dans le groupe des adolescents, est-ce que la prévalence des relations abusives, des relations de violence conjugale, elle est élevée? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a des statistiques par rapport à ça? Oui, mais en fait, l'Institut national de la santé publique a publié en 2010-2011 une recherche qui relevait que 3 adolescents sur 10 avaient vécu de la violence conjugale là, dans une relation passée dans la dernière année. Donc, c'est quand même très élevé, là, 3 adolescents sur 10. Mm-hmm. Ça fait quand même 10 ans de ça. Bon, est-ce que ça a changé? Il faudrait voir. On n'a pas les données jusqu'à maintenant. Mais les manifestations de la violence conjugale ou des relations abusives, est-ce qu'elles sont différentes dans le groupe des adolescents? Tu sais, je pense, par exemple, tu sais, les adolescents, s'ils sont en couple, ben, ils ne partagent pas une maison ensemble ou un appartement ensemble. Des fois, là, ça peut arriver, là, mais c'est quand même plus rare. Fait que peut-être que ça donne lieu à des manifestations différentes. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, la violence conjugale va se manifester en 5 formes, que ce soit la violence verbale, psychologique, économique, sexuelle et physique. Donc, c'est sûr que les manifestations vont être différentes parce que les activités de vie quotidienne sont différentes. Toutefois, il va quand même avoir là, des cris qui vont avoir lieu. Ça va vraiment être pour aller dénigrer la personne, pour avoir un contrôle. Donc, le contrôle va toujours être à la base. Peux-tu me donner des exemples, même par message texte, par exemple, ou des phrases qui vont se dire entre les adolescents dans un couple d'adolescents? Bien, ce qu'on va entendre souvent, là, c'est des commentaires par rapport soit à l'habillement. Je veux vraiment pas que tu portes cette jupe-là, elle est beaucoup trop courte. Ou tu étais où hier? Je t'ai texté 30 fois, tu m'as jamais répondu, tu me dois ça. Ce qu'on va entendre aussi, c'est beaucoup de manipulation. Donc, si tu me quittes, je vais me suicider, puis ça va être de ta faute. Donc, ça va vraiment remettre l'impact sur la victime, puis c'est elle qui va avoir la pression dans cette relation-là. Mm-hmm. C'est quoi le rôle des élèves? Là, je reviens au projet Roxane. Ils sont là pendant 20 minutes dans le labyrinthe immersif avec leurs écouteurs. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe avec les élèves? Dans le fond, qu'est-ce qui est bien avec ce projet-là, c'est qu'à la fin, il y a une sensibilisation qui est faite par une intervenante qui est spécialisée en violence conjugale. Puis c'est vraiment pour aller chercher le pouls de ce qu'ils ont vécu, mais aussi pour leur donner des informations. Donc, c'est quoi la violence plus précisément? Qu'est-ce qui s'est passé durant le labyrinthe? Puis aussi de leur donner les bonnes ressources. Donc, leur mentionner qu'est-ce qui existe dans la région. Mm-hmm. Et c'est quoi qui existe dans la région, justement, pour aider les adolescents? Ben, en fait, nous, on est une maison d'hébergement là, pour femmes victimes de violences conjugales, mais on a une intervenante vraiment sur place qui est là pour aider les jeunes. Donc, les jeunes peuvent prendre des rendez-vous pour avoir des rencontres individuelles. On est vraiment là aussi, on peut offrir des groupes de soutien. On peut offrir du soutien aux mères qui ont vécu de la violence conjugale pour rapprocher un lien mère-enfant. Donc, oui, on va travailler avec un enfant qui a été victime ou un adolescent qui a été victime. On peut aussi travailler avec un enfant ou un adolescent qui a été témoin de violence conjugale. Mm-hmm. Et dites-moi, est-ce que les parents en ce moment qui nous écoutent, par exemple, ou l'entourage des adolescents qui nous écoutent, par exemple, peut agir pour aider ou pour sensibiliser les adolescents à la violence conjugale, pour les amener à s'exprimer peut-être sur une problématique qu'ils vivent dans leur couple? Oui, mais en fait, moi, ce que je dirais, là, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'adolescent, de le laisser s'exprimer librement, de ne pas le juger, d'accueillir ce qu'ils ont à dire, puis vraiment d'aller les référer aux bonnes ressources. Si vous n'êtes pas capable d'entendre qu'est-ce que la personne a à dire, vraiment l'inciter à aller voir un adulte responsable, une travailleuse sociale, une psychologue, la TES de l'école, il y a des ressources. Puis, s'ils vont voir la TES de l'école, elle peut même faire un pont vers nous, les maisons d'hébergement.
Donc, ils peuvent nous appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours une intervenante en plancher qui est là pour répondre aux besoins. Sabrina Saint-Amour, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ce projet, cet univers de Roxane pourra sensibiliser beaucoup d'adolescents et d'adolescentes à cette condition de violence conjugale qu'on vit dans notre société. J'espère que ça pourra faire le tour là, de toutes les écoles de l'Outaouais parce que ce n'est pas encore fait. Au revoir. Stéphane Ouimette, bonjour. Salut, Floralie, ça va bien? Oui, merci. Mais moi, je ne suis pas dehors. Je pense que ça irait encore mieux si j'étais dehors comme toi. Absolument. Absolument. Toutes les excuses sont bonnes pour moi. Oui, non, c'est super beau de te voir dehors. Dis-moi, Stéphane Ouimette, là, on fait le changement d'heure là, cette fin de semaine, mais ça a des impacts sur le corps, hein? Absolument. Puis la plupart des gens vont dire ah, c'est le fun, on va gagner 1 heure de soleil à quelque part, on en perd une à quelque part, on gagne 1 heure de sommeil. Mais la réalité là-dedans, là, c'est que, premièrement, c'est dimanche. Fait que ça ne fait pas un immense changement. Mais la deuxième chose, c'est que moi, je le sais que j'ai une petite horloge biologique du nom de Charlie, elle a 5 ans. Puis à 6 heures du matin, là, son petit cadran va sonner là, de son petit corps, puis elle va se réveiller. Même si le cadran dit 5 heures, elle va avoir un petit 6 heures dans son corps. Elle va se réveiller et va dire papa, qu'est-ce qu'on fait? Donc, évidemment, oui, c'est le fun de pouvoir faire ce changement d'heure, mais il ne faut pas négliger que notre horloge biologique, ce qui régularise notre sommeil, elle, ça va prendre quelques jours afin de pouvoir bien se restabiliser. Ce n'est pas toujours le cadran qui va décider. Ben non. Stéphane Ouimette, ça part d'où, ça, le changement d'heure? Peux-tu nous remettre en contexte un petit peu? En fait, ça fait plus de 75 ans. En fait, le changement d'heure, ça a lieu 2 fois par année, puis dans à peu près 75 différents pays. Donc, 1,6 milliard de personnes vont faire ce changement d'heure-là. Ça dure depuis une éternité. En 1784, Benjamin Franklin serait le premier à avoir envoyé l'idée de dire hey, on pourrait changer l'heure de façon à bénéficier d'1 heure de plus de soleil. En bénéficiant d'1 heure de plus de soleil, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler 1 heure de plus. Donc, au point de vue économique, c'est excessivement rentable. On a continué, puis on a adopté cette loi-là en 1918 au Canada, justement pour les mêmes raisons. Un, pour permettre justement d'avoir plus de luminosité, mais pour un point de vue d'énergie aussi, à un moment donné, on utilisait l'électricité. Donc, en ayant plus de luminosité naturelle, on peut diminuer l'impact d'utilisation de l'électricité. Et ça, c'est une des raisons principales là, qui continue de faire ce changement-là, qui présentement est un peu remis en question par plusieurs personnes. Mais ça peut avoir donc des effets bénéfiques sur l'énergie économiquement parlant aussi, mais sur notre corps, c'est quoi les impacts que ça a, le changement d'heure? En fait, évidemment, le changement d'heure d'été, lui, occasionne un changement de ce qui est naturel pour nous. Ça a un peu plus d'impact que celui qu'on va vivre présentement parce que c'est plus ou moins un retour à la réalité, donc à l'heure à laquelle on est censé se réveiller. Mais évidemment, il y a plusieurs différents impacts qui vont venir affecter mon corps, la façon que mon corps va pouvoir fonctionner. Puis la première, c'est ce qu'on appelle la désynchronisation de mon horloge biologique. Mon corps il est habitué de se lever à une certaine heure, de se coucher à une certaine heure, puis tout ça est régi par la luminosité. On sait qu'à un moment donné, le corps, quand il commence à faire un petit peu plus noir, on sécrète de la mélatonine, le corps tombe dans un processus où il va pouvoir se reposer, aller se coucher. Et quand on désynchronise tout ça, bien, les études démontrent que, premièrement, dans les 7 jours après ce changement-là, il y a 25 plus d'incidents cardiovasculaires. On sait que ça amène une certaine perturbation au niveau de la mélatonine, ça amène à beaucoup de perturbations du sommeil, les gens ont moins d'énergie, les gens sont moins attentifs, fait qu'il y a un nombre augmenté d'accidents aussi qui se passent parce que les gens, justement, cette désynchronisation-là. Puis on sait, nous, en activité physique, selon des recherches d'un collègue qui s'appelle Angelo Tremblay, que le sommeil est complètement responsable ou grandement responsable d'une gestion de poids. Donc, quand notre sommeil n'est pas bon, malheureusement, on prend du poids. Deuxième chose, le manque de luminosité. Bon, on sait tous que le manque de luminosité, ça amène vers une dépression saisonnière. On est déjà à un temps de l'année où on a de moins en moins de soleil. Fait que là, on vient encore une fois changer tout ça, nous donner on espère un petit peu plus de soleil, mais la réalité, là, ce manque de sommeil-là occasionne un manque de synthétisation de la vitamine D. Donc, évidemment, ça va avoir beaucoup, beaucoup d'effets. On a besoin de cette vitamine D-là pour les muscles parce qu'elle participe à la contraction musculaire. On en a besoin dans nos os aussi parce qu'elle rend notre squelette beaucoup plus fort, mais aussi qu'on sait que la vitamine D affecte le muscle cardiaque. En affectant le muscle cardiaque, ça diminue les incidents cardiovasculaires, le diabète, puis en plus, ça a des effets positifs sur notre système immunitaire. À un temps de l'année où on a besoin de notre système immunitaire, plus de vitamine D, diminuer les infections, définitivement une bonne stratégie.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut limiter ces répercussions-là négatives sur notre corps, par contre? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on a le contrôle sur quelque chose? Absolument. On a un contrôle sur ça. Puis la première, évidemment, c'est pour ça que je suis à l'extérieur aujourd'hui, c'est qu'on veut augmenter notre exposition au soleil. En gros, soleil en plein milieu d'été, là, à peu près 20 minutes de soleil est suffisant là, pour vous donner une bonne dose de vitamine D, permettre à votre corps de bien l'utiliser. Mais à ce temps-ci de l'année, quand c'est nuageux, si on est dans des endroits un petit peu moins exposés au soleil, par exemple, si on est plus haut nord, si les journées sont plus grises, ça prend une plus grande exposition. Donc, première loi, super importante, passer le plus de temps à l'extérieur possible, puis en profiter pour faire de l'activité physique à l'extérieur, profiter des dernières belles journées justement pour faire de l'activité physique sans avoir trop chaud ni avoir trop froid. Donc, ça ici, ça va définitivement faire une différence. On peut aussi avoir un meilleur apport alimentaire en vitamine D, donc les poissons gras. On le retrouve aussi dans le lait, on le retrouve aussi dans les produits avec du soya. Donc les œufs aussi. Donc, on peut augmenter cet apport-là. Et finalement, lorsqu'on est bien conseillé, on peut aussi avoir recours à la vitamine D de façon parmi les suppléments alimentaires qui vont justement là. Mais encore une fois, lorsqu'on va faire affaire avec ça, je suggère fortement de faire affaire avec un professionnel pour s'assurer de la qualité de ce que nous allons ingérer. Mm-hmm. Et le bon dosage aussi, parce que ça peut être mêlant de ce dosage-là, des vitamines et les impacts aussi avec les autres suppléments qu'on peut prendre. Et Stéphane, mettre l'activité physique, en fait, qu'on peut faire là, pendant cette période-là de changement d'heure, est-ce qu'il faut, y a-t-il certaines indications à respecter, là, pas la faire pendant la soirée, peut-être? Ben, en fait, c'est une excellente suggestion. C'est une facile, hein? Donc, de faire de l'activité physique pendant qu'il fait le plus de soleil possible. Donc, privilégier faire l'activité physique le matin. S'assurer aussi de changer notre petite horloge de façon progressive. Puis, mettez votre cadran pour toujours vous réveiller à l'heure que vous êtes censé vous réveiller. À un moment donné, votre corps va s'adapter. On dit que chez les personnes âgées, c'est un petit peu compliqué, mais chez les tout-petits, là, même si vous changez ça d'un coup sec, ils s'adaptent excessivement rapidement, mais il ne faut pas oublier qu'on doit quand même s'adapter. Sachez que vous allez être un petit peu plus fatigué, vous allez avoir moins d'énergie, donc peut-être diminuer l'intensité, la douleur, la rigueur ou le nombre de fois que vous allez le faire pendant la semaine pour éventuellement utiliser l'activité physique pour sécréter des hormones du bonheur et permettre justement là, de passer à travers d'une période qui va être un petit peu moins le fun dans les prochains mois. Oui, absolument. Alors, on va prendre exemple sur toi, Stéphane. On va aller dehors. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne santé. Et merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous pour une autre édition de TVC Info la semaine prochaine. À bientôt.